Alors ce matin encore, j'étais dans une salle, donc juste à côté d'ici, dans le bâtiment H, pour ceux qui connaissent, et j'enseignais la macroéconomie à des étudiants de première année qui se reconnaissent juste là. Ça fait maintenant 4 ans que j'enseigne donc l'économie, la finance, que ça soit ici même ou à la Sorbonne, et depuis 4 ans en fait, pas à chaque fois que je fais un cours, mais chaque année, il y a toujours un étudiant qui à un moment ou à un autre lève la main, vient me voir ou m'envoie un email pour me poser cette même question fatidique. Mais en fait, monsieur, ouais, on m'appelle monsieur parfois, mais en fait, monsieur, tout ce qu'on voit là en cours, les hypothèses, les modèles, les théories, mais ça marche pas du tout en réalité, si. Et là, c'est un peu le drame. Il y a une technique classique, que j'ai un petit peu utilisée au début, la technique de l'esquive. Vous répondez, non mais les modèles c'est un peu compliqué, vous verrez ça plus tard. Bon, bref. Aujourd'hui, ce qu'on va essayer de faire, en 12 minutes, je vais essayer de vous montrer justement à quoi sert l'économie, et de vous montrer qu'il y a un changement qui est en train de se passer dans le monde économique, avec un passage d'une économie très théorique et mathématique à une économie davantage basée sur les données. Et pour ça, il me faudrait ça. Alors, si vous avez vous l'impression que l'économie est quand même pas mal déconnectée de la réalité, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas non plus les seuls. Je vous ai mis 2 citations au tableau que j'ai commenté rapidement. Une citation donc de Leontief et une de Krugman. Si vous ne connaissez pas ces noms, c'est des prix Nobel d'économie, ils ne sont pas trop débiles, donc ce qu'ils racontent, prenez-le en compte. On voit qu'il y a une même chose qui revient ici, une critique de l'économie purement mathématique, purement théorique. Avec justement le fait qu'en économie, il y a eu, en tout cas après la Seconde Guerre mondiale, le fait que l'élégance théorique ait pris le dessus sur la recherche de la vérité. Petit problème, on a quand même 30 ans d'écart entre ces deux critiques. Les critiques se ressemblent beaucoup et on va essayer de voir est-ce que dans 30 ans ou dans 15 ans, ces critiques reviendront. Alors, quelques notes d'espoir. Il faut savoir que dans le monde académique, il y a déjà une chose qui est en train de changer. Si vous prenez, donc, moi aussi je suis chercheur, un peu comme Janice, moi aussi j'adore mon job, moi aussi on me prend pour quelqu'un de bizarre comme Simon, mais bref, on fait de la recherche. Il faut savoir qu'un chercheur, lorsqu'il fait de la recherche, il utilise une méthodologie parmi 3 principales. Il y a des chercheurs qui sont davantage basés sur des modèles mathématiques théoriques. Vous faites des équations, vous trouvez un équilibre. C'est ce qu'on appelle la recherche théorique. Vous avez la recherche empirique. La recherche empirique, vous allez collecter des données où vous vous basez sur des données existantes et vous essayez de montrer des relations entre des variables avec un peu d'économétrie, un peu de stats, un peu de trucs comme ça. Dernière option, vous mettez des gens dans des laboratoires, vous regardez comment ils réagissent, et à partir de ça, vous essayez de soit confirmer des théories, soit justement développer des nouvelles. Ce qu'on voit donc depuis, dans ce tableau-là, donc c'est une étude académique, pour ceux que ça intéresse d'aller creuser un peu, vous avez l'évolution entre 83 et 2013 du type de recherche, et on voit très bien qu'actuellement, et même si on ne s'en rend pas forcément bien compte, on a une très forte diminution du nombre de recherches théoriques, avec réellement une économie qui devient, d'un point de vue académique, davantage connectée à la réalité. Grosse montée des recherches empiriques et expérimentales. Mais c'est quoi justement ces recherches empiriques et pourquoi, dans un TEDx, là, en quoi on va parler d'économie? Je vais vous présenter rapidement 3 projets qui réellement montrent l'intérêt du big data en économie et en quoi même l'économie, ça peut presque être un peu cool. Un projet sur eBay, un super projet du MIT et ce que je fais un petit peu dans ma thèse. Donc je suis doctorant à la Sorbonne en finance, que je fais un petit peu dans ma thèse avec Twitter. Alors, commençons par eBay. Vous avez une hypothèse centrale en microéconomie, pour tous ceux qui en ont fait. On suppose la présence d'un homo economicus. Donc l'homo economicus, c'est quelqu'un qui est rationnel. Pour le dire autrement, c'est une machine de guerre qui prend toujours les bonnes décisions, qui va toujours acheter le bon produit le moins cher. Si vous vous souvenez un peu des cours d'économie, il maximise son bien-être sous contrainte. Sauf que cette hypothèse de base de l'ensemble des modèles, est-ce qu'elle est vraie? Est-ce que vous êtes des machines de guerre? Moi, je ne le suis pas, malheureusement, vous ne l'êtes pas non plus, et il y a des chercheurs qui le prouvent maintenant. Prouver la rationalité, c'est en fait assez compliqué. Récemment, dans une étude de 2015, 4 chercheurs américains ont justement fait un partenariat avec eBay pour tester la rationalité. Comment est-ce qu'ils ont fait? Donc, ils ont extrait 355 millions d'offres, de transactions réalisées sur eBay, et se sont intéressés justement à étudier le comportement des acheteurs et le comportement des vendeurs. Un exemple que j'aime bien, donc, qui est un petit peu adapté, mais l'idée est là.
Supposons Noël arrive, vous avez envie d'acheter une peluche Pikachu pour votre neveu. Vous allez donc sur eBay, vous tapez peluche Pikachu pas cher. Vous arrivez sur ces 3 offres. Ces 3 offres, même vendeur, même produit forcément. Vous voyez 3 offres. Une première offre, la peluche coûte 20 €, les frais de port sont gratuits. Une deuxième offre, 5 € avec 15 € de frais de port. Une troisième offre, 16 € avec 3,70 € de frais de port. Modèle classique d'économie, rationalité des agents. Les agents vont choisir la peluche à 16 € avec 3,70 € de frais de port. Pourquoi ? Ça minimise votre coût total. Sauf qu'en réalité, il se passe quoi ? En réalité, au contraire, les agents ne sont pas rationnels dans le sens où ils survalorisent la livraison gratuite, ou à l'inverse, ils n'arrivent pas à prendre en compte le fait que des frais de port élevés impliquent un prix total élevé. Cet exemple justement de test de la rationalité montre forcément que certains modèles économiques sont basés sur des hypothèses qui sont relativement fragiles et montre aussi l'avantage du big data, tout ce que ça peut apporter au niveau des tests, des théories économiques et les théories économiques qu'on peut développer par-dessus. Pensez-y, si jamais vous revendez vos vieux cadeaux sur Noël, enfin sur le Bon Coin après Noël, pensez simplement à ça. Si vous voulez maximiser votre profit, livraison gratuite ou frais de port élevés. Un autre exemple qui n'a pas grand-chose à voir, mais justement sur l'intérêt du big data en économie, c'est un exemple du MIT. Alors, il faut savoir qu'en économie, on a du mal à prévoir le présent. Prévoir le présent, ça paraît un peu antinomique, mais une variable macroéconomique, lorsqu'elle est publiée, elle est publiée avec du retard. Par exemple, aujourd'hui, on a eu l'inflation qui a été publiée pour la France pour le mois d'octobre. Ça veut dire qu'on a entre 12 et 43 jours de retard sur le chiffre d'inflation. Vous êtes chercheur en économie, vous avez envie de vous dire, l'inflation mensuelle, il y a un retard, en plus ça coûte cher, il faut payer des gens pour collecter les données, il faut payer des gens pour analyser les données. Retard plus variable mensuelle. Comment est-ce que vous faites ? Pour cela, vous créez des robots, des algorithmes, qui chaque jour vont aller extraire les informations sur l'ensemble des sites internet de vente de biens et de services. Grâce à ça, vous pouvez faire 2 choses. Premièrement, donc ça c'est extrait du Billions Price Project, qui est justement le projet du MIT. Vous pouvez avoir une inflation jour par jour, quasiment gratuitement. Pourquoi quasiment gratuitement ? Vous devez juste payer les serveurs, ça coûte un petit peu d'argent, mais par rapport au coût de la collecte d'informations et au coût d'analyse de la part de l'INSEE ou de tout institut stat, c'est bien inférieur. On voit d'ailleurs sur ce graphique, donc vous avez en bleu l'inflation officielle et vous avez en rouge l'inflation calculée à partir des données Internet. Vous voyez que les 2 inflations sont très corrélées. Donc ici, le big data est utile à la fois pour avoir les données avant et réduire la fréquence. Mais en plus de ça, il y a quand même une idée derrière le big data, c'est d'essayer de rapprocher de la réalité ou d'essayer de montrer une nouvelle vérité. Un des 2 auteurs de ce papier est argentin. Et il s'est dit, finalement en Argentine, le gouvernement, moi, m'annonce que l'inflation est de 10% par an. Quand moi je vais en Argentine, que je demande à ma famille et que je regarde l'évolution des prix, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus. Comment montrer que le gouvernement argentin ment ? Pour ça, il a lancé ces mêmes robots, sauf qu'il les a lancés sur l'ensemble des sites internet argentins de vente de biens et de services. Ce qu'il a réussi à montrer, donc ça a été une publication dans un top journal académique, et le FMI s'est emparé de ce cas en partie à la suite de ça. Ils ont réussi à montrer que, par exemple en 2013, l'Argentine, le chiffre officiel était de 10%, alors qu'en réalité l'inflation était de 25%. Vous voyez ici un cas assez simple. Finalement, on se dit, on fait des robots, on a des données sur Internet, on analyse, permettant justement de rapprocher l'économie de la réalité et de faire que l'économie puisse montrer une nouvelle vérité et contredire certaines stats officielles dans certains pays. Et enfin, donc, j'aurai 3 grands points. Le dernier point, ça sera au niveau de l'idéologie économique. Alors, comment expliquer ça ? Donc moi, comme je vous dis, je travaille, donc je suis en thèse depuis 4 ans à la Sorbonne. Je travaille sur le rôle d'Internet et des réseaux sociaux pour prévoir l'évolution des cours boursiers. Donc ce que je fais, c'est du big data appliqué à la finance. Je fais des robots qui vont extraire les informations sur Twitter, sur les réseaux sociaux. Lorsque vous allez voir une page sur Wikipédia, je le sais. Lorsque vous tapez un truc sur Google, je le sais. Lorsque vous mettez un message sur un forum de discussion, je le sais. Tout ça, à partir de ça, donc, si vous avez l'image de Big Brother is watching you, il y a aussi des petits doctorants qui, juste avec un ordinateur chez eux, vont extraire vos données et essayer de les analyser. Moi, mon rôle, c'est d'essayer de me dire, là, les personnes pensent ça à propos d'une entreprise, il y a une forte attention, et derrière, j'essaye de faire des algorithmes de trading pour prévoir l'évolution des cours financiers. En dehors de ça, donc là, on se rapprocherait d'un nouveau test de la réalité.
En dehors de ça, ce qui m'intéresse dans l'aspect big data, c'est le côté idéologique. J'ai une petite anecdote relative à une conférence donc, que j'ai faite il y a un peu plus de 6 mois maintenant, et pour montrer en fait la nouvelle vision de la part des jeunes chercheurs, ou en tout cas finalement la vision que j'ai moi et que je partage avec pas mal d'autres doctorants, qui est justement que l'idéologie n'a pas sa place en économie. L'anecdote, donc je présente mon papier à une conférence de recherche en face de plein de chercheurs. À la fin, il y a un chercheur plus âgé qui me pose une question. Donc il me fait votre conférence très bien, blablabla. Et ensuite, il me pose la question, mais en fait, vous, personnellement, est-ce que vous croyez plus en la théorie A ou est-ce que vous croyez plus en la théorie B? En l'occurrence, pour ceux qui connaissent, efficience des marchés ou finance comportementale. Ma réponse, qui lui a pas forcément plu, mais qui est la réponse qui est apportée par plein de jeunes chercheurs face à ce type de questions, c'est de dire « Moi, je fais de la recherche empirique. Mon avis n'a rien à voir dans ma recherche, j'ai pas d'idéologie. Je prends des données, je teste, je conclus. » Tout ça pour dire qu'en fait, le big data peut permettre justement de supprimer en partie l'idéologie et de retourner à une certaine vérité des données. Pourquoi auparavant, lorsqu'il y a peu de données, quelqu'un pense quelque chose, quelqu'un pense quelque chose d'autre, dans ce cas-là, vous vous combattez à base d'idéologie. À partir du moment où vous avez des données, et surtout quand vous avez des millions et des millions de données, il y a une sorte de, pas forcément une vérité unique, mais en tout cas les données peuvent parler pour confirmer ou infirmer, dans certains cas, des théories. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, qui est une phrase de Gary King, donc, dans un article publié en 2011, qui dit « Ce qui se passe actuellement en sciences sociales, c'est vrai en économie, mais c'est vrai finalement dans toutes les sciences sociales, c'est que, et il compare justement en disant « Ce qu'on voit actuellement, c'est exactement la même chose que ce qui s'est passé avec l'apparition du microscope en microbiologie. L'idée, c'est que maintenant, vous pouvez finalement analyser, traquer des phénomènes microéconomiques qui étaient impossibles à analyser avant. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle la révolution big data en économie et en finance. Attention cependant, petite chose, je vous présente les côtés positifs, il y a quand même pas mal d'aspects négatifs dès qu'on parle de big data forcément. Vous avez toujours les mêmes problèmes de protection des données privées. Vous avez toujours les mêmes problèmes du fait que les données sont contrôlées par des entreprises privées, ce qui peut mettre un peu à mal l'indépendance de la recherche. Et en plus, qui dit plus de données, dit plus de facilité à prouver ce qu'on veut avec les données. Manipulation de données, c'est très simple. Personnellement, moi, sur ma thèse, j'ai plusieurs dizaines de millions de données. À partir de cela, vous pouvez finalement arriver à prouver à peu près n'importe quoi. Pour finir sur une petite note positive quand même, on a vu donc au tout début la phrase de Leontief, la phrase de Krugman. Dans ces deux phrases, Leontief-Krugman critiquait avec 30 ans d'écart le fait que l'économie mathématique, purement théorique, ne permettait pas de répondre aux questions présentes et finalement était déconnectée de la réalité. Ce que j'ai envie de faire là avec vous ce soir, j'ai envie de prendre le pari que dans 15 ans, le futur prix Nobel, qui au passage d'ailleurs sera sûrement un Renaissance Man, on voit de plus en plus d'économistes qui sont moitié économistes, moitié financiers, moitié sociologues, moitié geeks. Donc on a cette sorte de Renaissance Man de l'économie qui arrive, et je suis prêt à prendre le pari avec vous que ce futur prix Nobel d'économie, ce Renaissance Man de l'économie, dans 15 ans ou 20 ans, lorsqu'il parlera de l'état de la science économique, son regard ne sera pas « c'est purement théorique, mathématique, ça ne marche pas », mais justement de dire que grâce au big data, grâce au mélange des compétences et à l'ouverture de l'économie, maintenant, on a réussi à reconnecter l'économie de la réalité. À dans 15 ans.